Bonjour. Je vais vous faire une petite intervention sur l'interculturel. Je suis désolé de ne pas avoir pu venir jusqu'à vous, mais j'ai eu problème de passeport, problème de papier, quoi. J'espère donc que cette journée est agréable pour vous et que vous pourrez bénéficier de mon intervention. J'ai un peu de mal avec la vidéo. Bon, donc je vais vous parler de l'interculturel et du multiculturel. Après quelques rappels des concepts, je vous donnerai quelques modèles historiques sur ces questions de mobilité, de circulation des individus, des idées, des cultures, et puis quelques propos tenus par les professeurs de sciences de l'éducation français sur les moyens pour atteindre l'interculturel dans l'école. Bien, donc l'interculturel et le multiculturel sont deux termes non similaires, mais qui portent sur ce champ, cette nébuleuse, nous disent les auteurs, de cette nébuleuse. L'interculturel porte une vision plus dynamique, tandis que le multiculturel a une perception, est dans une perspective plus passive. On y reviendra avec Guy Avanzini à la fin. Les relations interculturelles favorisent l'échange, la communication, la compréhension mutuelle, le partage des valeurs, des normes et de la culture. La culture est basée sur des systèmes de représentation et des pratiques communes. Mais elle est surtout le résultat de multiples bricolages. La culture n'est pas figée, à l'inverse de ce que pourraient penser les ethnocentristes qui penseraient que leurs valeurs, leurs modes de pensée sont les meilleurs, ne sont pas du tout à remettre en cause. Alors que le relativisme culturel que certains critiquent beaucoup au nom d'un certain universalisme des valeurs, des cultures, le relativisme permet de se remettre en cause, de prendre une distance par rapport à sa propre culture et d'accepter ainsi la culture de l'autre, les valeurs de l'autre, les normes de l'autre. Il ne faudrait pas pour autant aller dans des excès. On ne peut pas tout accepter, comme par exemple des pratiques comme l'excision ou le travail des enfants. Ceci dit, la réflexion sur la portée de notre culture, les valeurs qui les sous-tendent, est très importante pour avoir une meilleure appréhension de l'altérité de l'autre, de sa propre culture. On vise à travers toutes ces réflexions l'égalité, l'égalité entre les hommes, l'égalité entre les cultures, et à travers cette égalité, la non-discrimination et l'ouverture. Donc vous voyez que les approches interculturelles posent des questions nombreuses, aussi bien à la société qu'à l'école. Les différences ne peuvent être positives que si elles sont acceptées, si elles montrent le commun au-delà de la diversité, nous dit Camilleri, un professeur de sciences de psychologie sociale qui œuvrait dans les années 70-80 et qui s'est beaucoup intéressé à l'international, aux mobilités, aux effets de la mobilité et de l'exil sur les individus. Alors, quelques points d'histoire.
quand émerge l'interculturel. Il va émerger petit à petit entre les années 50 et 80 du siècle précédent. Tout d'abord aux États-Unis, ce sont des Noirs américains, c'est la base de la population qui met sur le tapis ces réflexions sur les formes de discrimination, sur les formes de non-reconnaissance de l'égalité des cultures, de l'égalité des hommes, en quelque sorte. On sait bien qu'aux États-Unis, il y avait différentes formes de ségrégation et il y a eu une lutte portée par les intellectuels noirs contre ces discriminations, qui existent encore malheureusement, mais sont atténuées par rapport au siècle précédent. Au Québec également, les francophones s'insurgent contre la domination anglophone et cherchent à montrer l'équivalence entre la culture québécoise et la culture du reste du Canada anglophone. Ils ont réussi à atténuer la discrimination dont ils se sentaient par laquelle ils se sentaient ostracisés. Ce n'est pas pour autant que les qu'on a intégré dans cette réflexion, dans un premier temps, les Indiens qui eux-mêmes étaient nettement plus discriminés que ne l'étaient les Québécois eux-mêmes. Dans les années 50, et donc en parallèle, on peut dire, l'UNESCO et le Conseil de l'Europe vont mener des combats contre le racisme, contre les discriminations. Et ils vont considérer que l'école a un rôle important à jouer dans cette lutte contre les discriminations, dans cette imposition d'une équivalence des cultures. Ils favorisent des programmes scolaires, ils favorisent une prise de conscience à travers le monde. Qu'en est-il de la France, puisque moi je vous parle de France? En France, l'école de Jules Ferry, l'école créée à la fin du XIXe siècle, est assimilationniste. Elle réfute le droit d'existence aux langues régionales, le basque, le breton et le catalan. Elle a d'ailleurs favorisé des luttes contre cette minoration de ces langues régionales. L'école est assimilationniste, elle se veut laïque et égalitaire. Égalité sur une culture commune, une culture d'État. Il faut donc attendre les années 70 pour que soient menées des politiques qu'on peut appeler interculturelles ou intégratives. L'intégration est devenue le maître mot d'un certain nombre de politiques et de discours. On a trois types de politiques, trois cibles différentes. On a les classes d'intégration pour les jeunes migrants, enfants de migrants. On a l'introduction de langues régionales pour les jeunes des régions qui voudraient apprendre le basque, le breton, le catalan. On a encore des programmes comme celui d'Erasmus qui permet la circulation des individus en Europe et une meilleure connaissance, reconnaissance de l'autre plus ou moins européen d'ailleurs, mais il y a des élargissements de ces programmes. Aujourd'hui, on fait un constat un petit peu négatif de cet ensemble de politiques. Sont-elles insuffisantes? Sont-elles mal menées? Mal ciblées? En tous les cas, il y a des remises en cause de certaines classes pour allophones qui excluent les jeunes de la classe commune et de nouveaux programmes
basées sur une culture commune vont être ou sont proposées. Les langues sont quand même malgré tout au cœur de ces réflexions et de ces politiques. La langue est le véhicule de la circulation des idées, des cultures, des individus évidemment aussi. La question du bilinguisme a été posée de différentes manières et à différents endroits, et on constate qu'il faut une bonne connaissance de sa langue maternelle pour accéder aux langues secondes, aux langues du territoire ou aux langues officielles. Tout le monde n'a pas toujours accès à un enseignement complet de sa langue d'origine, de sa langue maternelle. Et donc, il y a des limites, on peut dire, aux acquisitions de la langue seconde si la langue maternelle n'est pas bien acquise. Donc, on se pose de tas de questions dans différents pays sur la légitimité d'apprendre une langue étrangère en même temps qu'une langue maternelle, du choix de la langue officielle quand plusieurs langues se côtoient dans des groupes, dans différents groupes ethniques ou sociaux. La question des langues n'est pas tranchée, elle est multiple, elle est complexe, mais elle est au cœur de l'interculturel. Parce que sans langue, sans la langue, on ne peut pas comprendre la culture de l'autre. Alors pour finir, je vais revenir sur les propos tenus par quelques professeurs de sciences de l'éducation, quelques psychologues sociaux, sur cette question d'interculturel et de son entrée dans l'école. Je m'appuie en particulier sur un ouvrage écrit par Michel Varsignac de l'Université d'Amiens, qui se nomme ainsi « L'interculturel en question, l'autre, la culture et l'éducation ». Martine Abdallah Prexey, professeur émérite de sciences de l'éducation, distingue encore une fois le multiculturalisme qui offre une reconnaissance passive de la diversité de l'interculturel qui suppose au contraire des actions en faveur de l'autre avec transfert de compétences. L'interculturel suppose échange, décloisonnement, enrichissement par la rencontre avec l'autre. Luc Ridel, maître de conférence en psychosocial à Paris 7, estime que l'école est le support de l'autonomisation, mais aussi de l'intégration. Autonomie, intégration sont deux phases complémentaires des acquisitions par l'école. Guy Avanzini est professeur de sciences de l'éducation qui a beaucoup œuvré dans ce champ. Il nous dit l'interculturel vise l'intégration et non l'assimilation. Donc on est bien clair sur cette volonté de conserver à l'autre sa culture. L'interculturel vise la reconnaissance de la diversité culturelle et il ne faut pas réduire les différences, mais les percevoir et les valoriser. C'est important cet aspect de la valorisation de la culture de l'autre pour entrer dans une dynamique interculturelle. Alain Mignotte, maître de conférence également à Lyon, s'interroge sur les limites du droit à la différence. Une question qui en France a été très polémique, vous le savez. La laïcité suppose des convictions communes et des croyances personnelles. On doit laisser en dehors des lieux publics, en dehors des institutions, ces croyances pour s'en tenir à la culture commune, à la laïcité.
C'est tout un programme de réflexion dans lequel on ne va pas rentrer aujourd'hui, mais qui est sous-jacent malgré tout au débat sur l'interculturel. Monsieur et Madame Pires, Joanne et Geneviève Pires, sont brésiliens et ils ont beaucoup travaillé sur les formes d'intégration des populations noires au Brésil. Leur rapport à la langue portugaise, l'influence de leur tradition africaine et la légitimité qu'on accorde à ces traditions. L'école doit transmettre ces traditions, cette culture noire, comme un aspect de l'identité du Brésil. Ça n'a pas toujours été évident et reconnu, même si le Brésil est reconnu comme un pays de métissage, un pays de diversité qui doit se construire dans un creuset commun. Maria Silva, qui est également brésilienne, nous dit que l'altérité doit être posée dans une société brésilienne où la diversité et les différences culturelles sont très présentes. Donc cette question de la diversité, des différences, est posée au Brésil avec force. Et l'altérité, c'est la reconnaissance aussi de l'autre à travers ces différences. Enfin, Gaston Mialaré, un des premiers professeurs de sciences de l'éducation des années 60-70, conclut que la multiculturalité est une évidence qui ne doit pas conduire à occulter la diversité des situations d'un point de vue historique et culturel. On ne peut comprendre l'état de la multiculturalité dans un pays ou de l'interculturalité dans un pays ou dans l'école si on n'a pas une assez bonne vision de l'histoire du pays, de l'histoire des migrations dans le pays et des cultures en présence. J'insiste sur cette question. Donc je vais conclure. Depuis les années 80, les chercheurs en sociologie, en sciences de l'éducation, en anthropologie, s'interrogent sur les modalités d'un rapprochement entre les peuples, entre les cultures, pour endiguer les différentes formes de refus de l'autre. Quelles sont ces formes de refus? Refus des valeurs, refus des normes. Les guerres, les conflits, le mépris, le rejet, les discriminations sont autant de refus de l'altérité. Les intellectuels et les politiques et les enseignants tentent ainsi de faire partager des valeurs humanistes et universelles qui permettent le respect entre les peuples, entre les cultures. L'éducation est le creuset de cette culture, de ces valeurs, de la transmission de ces valeurs et de leur partage. J'espère vous apporter un petit éclairage sur l'interculturel et qu'il vous permettra de rebondir dans les débats. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Je peux ajouter quelques mots si vous le souhaitez. Vous m'entendez? Eh bien, merci beaucoup, professeur Catherine Bulan. Donc, je vais juste synthétiser ce que vous avez dit, même si votre présentation est déjà une synthèse de tout ce qui a été écrit sur l'interculturel. Après, je vous donnerai la parole pour ajouter quelques éléments et en même temps donc, nous faire part de quelques précisions. Alors, moi j'ai noté cinq grandes idées qui peuvent former des actes de recherche à partir de la communication de Madame Bulan. L'idée de constater le poids de l'ethnocentrisme et la question des liens entre le relativisme culturel et l'universalisme des valeurs. Cette idée est extrêmement importante. D'ailleurs, comme vous pouvez le constater, donc,
Madame Aguilan avait pris son billet d'avion pour venir et nous honorer de sa présence. Elle a découvert que son passeport sera donc, expiré au cours de son séjour à Rabat. Et on a essayé par tous les moyens pour qu'il puisse venir. Mais c'est justement cette question de l'universalité des valeurs qui a fait que Madame Aguilan a insisté pour qu'elle soit présente avec nous, indépendamment des conditions qui peuvent parfois limiter la mobilité des gens, notamment les questions donc, des passeports et des frontières. Madame Aguilan aussi, voilà, donc je la remercie sincèrement pour sa présence. Alors Madame Aguilan a développé aussi un aspect très important sur la question des approches interculturelles et leur lien avec la société d'un côté et l'institution scolaire de l'autre côté. C'est une thématique aussi très très importante. La question aussi des politiques interculturelles et comment ils ont émergé en Europe et particulièrement en France avec les politiques d'intégration, voilà, en soulignant les aspects à la fois sociaux et linguistiques. Il va donner l'exemple de la classe allophone, etc. Après, Mme Aguilan a aussi évoqué un aspect très important. Donc je profite. Ce qui figure sur cette communication, c'est vraiment des pistes pour les PFE, c'est des pistes de doctorat aussi. La question, donc les rapports entre langue et culture, c'est des choses qui ne sont pas vraiment prises au sérieux dans des établissements comme le nôtre qui sont toujours focalisés sur les questions purement et éducatives. Et à la fin, ce qui est extraordinaire dans cette communication, c'est que Mme Aguilan donc, a présenté un certain nombre d'auteurs que vous connaissez d'ailleurs et qui ont abordé les questions donc, et des liens complexes entre la langue, la culture, l'interculturel, l'international, etc. Donc merci beaucoup. Madame Aguilan, si vous souhaitez ajouter quelque chose, la parole est à vous. Merci beaucoup. Je vais revenir un petit peu sur mon histoire personnelle par rapport à ce sujet de l'interculturel, à savoir que d'une part, j'ai enseigné pendant plus de 20 ans dans un master coopération internationale en éducation et formation, où j'ai formé plus de 300 étudiants qui avaient pour ambition de travailler sur les systèmes éducatifs, d'apporter leur expertise auprès d'institutions au sud ou au nord et de participer à la construction, la rénovation, la transformation des systèmes éducatifs. Pour aborder ces thèmes justement éducatifs dans divers contextes, il fallait bien être capable de comprendre les dynamiques de chacun de ces pays, la position qu'on pouvait avoir par rapport à un système étranger, par rapport à une expertise demandée à l'étranger. Et donc cette question, justement, des rencontres, des échanges, de la reconnaissance de l'autre et de sa culture, de la compréhension, était très très importante dans tout l'enseignement qu'on a construit pour ces étudiants. Et ça a été un des moments pour moi d'interrogation sur ces sujets et où j'ai saisi l'importance de ces sujets dans un contexte aujourd'hui international, comme vous le savez. Un deuxième moment dans mon travail a été de travailler sur la mobilité des étudiants. Et donc j'ai fait plusieurs travaux, plusieurs recherches sur les conditions de la mobilité des étudiants, les difficultés qu'ils rencontraient, que ce soit par rapport à l'acquisition de savoir, que ce soit par rapport aux conditions de vie concrètes et différenciées selon les pays. On le voyait dans la communication, que chaque pays a sa propre dynamique, sa propre histoire territoriale, culturelle, et linguistique et éducative, et que
il faut bien s'imprégner de ces conditions, comprendre les évolutions de ces contextes, pour entrer dans une communication interculturelle avec nos voisins, avec d'autres peuples, et construire en même temps un monde plus serein et un monde où la compréhension dépasse les tensions. Dans cette période, je crois que ce type de réflexion est tout à fait opportun et salutaire. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très bonne après-midi d'échange sur ce sujet. Merci beaucoup, Madame Aguilon. En fait, j'étais en train de me dire que la tâche de modérer cette conférence est extrêmement rude et difficile parce que l'idéal serait de donner la parole publique après cette première intervention pour réagir et interagir. Il y a un risque que tout modérateur doit mettre devant lui, c'est que le temps donc nous dépasse et qu'on ne laisse pas suffisamment de temps pour les autres interventions. Alors, peut-être, je propose qu'on prenne le milieu. Peut-être une question, par exemple, à Madame Aguilon, si vous en avez envie, et après, je donnerai la parole à Monsieur Loubet. Je rappelle que la générosité aussi des trois intervenants, c'est qu'ils mettent à disposition à la fois la vidéo et les textes de présentation que nous allons partager avec les étudiants, les deux masters et surtout ceux qui sont avec nous aujourd'hui. Alors, si vous avez une première question ou quelque chose question à poser à Madame Aguilon. Sinon, donc on peut pas. Oui, Khalid. Donc, premièrement, merci beaucoup pour les organisateurs. Permettez-moi d'exprimer ma propre gratitude à l'organisation de ce séminaire, qui vraiment, c'est une occasion d'actualité. Et je remercie infiniment Madame Catherine pour la présentation qui est très, très riche, très pertinente. J'ai deux questions à Madame Catherine. Une question. Une question. On laisse la deuxième au débat. Ok. Si, à votre avis, si on a donc la définition présentée par Edouard Taïda concernant la culture, en tant que complexe, un ensemble complexe qui couvre l'art, les coutumes, les connaissances, etc., est-ce que jusqu'à quel point nous pouvons dire que chaque situation de la vie est une situation interculturelle? Donc nous sommes en plein en interculturalité, quelle que soit notre situation de vie ou situation d'existence. Donc, est-ce qu'on a le droit de parler d'interculturalité positive ou uniquement d'interculturalité? Merci. Il y a d'autres questions, mais par la suite. Merci beaucoup, Khalid. Oui, la parole est à vous, Madame Aguilon. Cette question est centrale et demanderait de nombreux développements et justement de nombreuses interactions entre les acteurs qui réfléchissent ensemble sur ces questions. C'est vrai que la culture, on peut difficilement délimiter cet objet de la culture. Elle participe de l'ensemble de nos conceptions, de notre philosophie de la vie, de notre conception de l'homme, du citoyen, de la société dans son ensemble, et de toutes nos pratiques sociales, culturelles et éducatives. Donc la culture, c'est très vaste. Et il y a une dynamique interculturelle dans tous nos échanges, que ce soit entre groupes sociaux, au sein de l'école, au sein des entreprises ou des lieux de travail, et évidemment dans les interactions avec d'autres peuples, d'autres groupes culturels. Le voyage, la migration, la mobilité rend plus présent, ou favorise la prise de conscience des différences. Jean-Pierre va nous en reparler certainement. Les élèves, les enfants qui pour la première fois vont dans un pays différent du leur, où les pratiques alimentaires, où les pratiques culturelles, où les pratiques éducatives sont différentes, ont un choc culturel, comme dirait Camille Léry. Et ce choc est favorable
a justement une prise de conscience, un relativisme de sa propre culture et une ouverture à l'autre. Mais effectivement, ce sujet est absolument au cœur du débat. Alors, est-ce que l'interculturel est toujours positif? Ben, malheureusement, parfois, il peut être négatif quand un groupe social est confronté à un autre qui cherche à le dominer et qui ne connaît pas sa culture. Et on pourrait citer des exemples de ce type d'interaction plutôt négative. On ne peut pas le nier, on n'est pas là pour faire absolument de l'angélisme, si vous me le permettez. Voilà. Merci beaucoup, Madame Aguilan.